Alors bonjour, bienvenue à la séance 3 du cours Maths 0141, géométrie. Je vais partager mon écran. Donc, je vous montre qu'est-ce qui est les contenus de formation dans ce cours-là. Ça va durer maximum 1 heure. Donc, le déroulement, où je vais faire un retour sur la nouvelle plateforme du cours Maths 0141. Il sera question du module 1, les bases de la géométrie euclidienne et son enseignement. Je vais aller rapidement là-dessus, parce que normalement, ça devrait être fait de votre part. Le module 2, la problématique de l'espace physique et géométrique. Module 3, différentes façons de comprendre la géométrie. Module 4, les quadrilatères et les cercles. L'analyse a priori comme outil de travail pour la personne enseignante. Si j'ai le temps, je vais parler du module 5, la géométrie dans l'espace et le conflit vue-dessus. Ensuite, le module 6, le concept de mesure et les difficultés des élèves. Puis par la suite, je vais présenter les difficultés possibles des élèves associées à la géométrie plane au secondaire à travers chacun de ces modules-là, ainsi que des exemples de production écrite d'élèves du secondaire. Donc, pour ce faire, je vais cette fois-ci partager mon écran, mais en lien avec Moodle et le cours lui-même. Donc, vous voyez ici le contenu du cours qui a été réadapté, comme j'ai expliqué dans la séance 2. Donc, le module 1, ben, ce sont les bases de la géométrie euclidienne et son enseignement. C'est quand même utile de revenir sur cet aspect-là, même si je crois la plupart vous avez complété. Donc, comment ça fonctionne? Il y a de la programmation H5P, c'est-à-dire programmation dynamique. Donc, la première partie, c'est quelques repères historiques. Vous avez 8 diapositives. Donc, vous avez un bref aperçu de la naissance de la géométrie et de son histoire. Si vous allez dans la diapositive 2, pardon, vous avez le sens du mot géométrie et vous avez des espaces à compléter. Comme le mot géométrie vient du préfixe grec dérivant de qui veut dire la terre, si je me rappelle bien. Sinon, il va me le dire. Et du mot métron, qui est la mesure. Donc, c'est la mesure, je fais vérifier et il me le dit. Si je me trompe, je peux recommencer. Je vais faire exprès tout à l'heure dans un autre diapositive. Donc, la géométrie est née pour répondre à deux besoins, la mensuration des champs ou arpentage pour le calcul des impôts ou l'établissement de systèmes d'irrigation et les exigences religieuses du temps. Les temples étaient souvent édifiés selon des règles très strictes. Par exemple, leur orientation était basée liées, pardon, à la position de certains astres où leur proportion obéissait à des rapports particuliers. Donc, la géométrie, c'est les Égyptiens. Il y avait des formules pour l'air et le volume, des objets géométriques. Par exemple, il estimait que l'air d'un disque de diamètre D était D moins 1 sur 9 fois D, exposant 2, ce qui revient à une approximation de pi égale à 3,1605. Selon cette formule, quelle est la mesure de l'aire d'un disque de diamètre de 9 KHT? Tu soustrais son neuvième, donc cela veut dire euh, un neuvième. Donc, supposons que je mets ça pour voir si c'est bon ou pas. Un divisé par 9. Euh, tu soustrais 9 neuvièmes. Il reste, je vais mettre 9 neuvièmes. Il reste un huitième. Un neuvième, pardon. 8 neuvièmes. Donc, je vais vérifier on va voir si j'ai fait des erreurs. Donc, vous voyez que je me suis trompé.
Vous devez remplir tous les espaces blancs avant de voir la correction. Donc, je vais continuer la correction. Je vais recommencer ce que j'ai écrit, même si c'est erroné. Tu multiplies un neuvième par D. Je vais essayer quelque chose, juste pour vous montrer si on peut le corriger. La mesure est donc 8 neuvième step. Donc, c'est erroné partout. Puis là, si je clique le petit œil, on voit la correction. Donc, soustrait son neuvième, cela veut dire 1. Il reste 8. Tu multiplies par huit. Donc, la mesure de son air est 64 S cétate. Puis là, je peux recommencer jusqu'au temps que j'ai la bonne réponse, bien sûr. Vous avez une vidéo sur la géométrie déductive chez les Grecs, très intéressant. Dans l'autre diapositive, vous avez la géométrie chez les Arabes et dans le monde occidental. Donc ça, je vous laisse lire ça. Quand vous avez terminé, vous avez une activité d'introduction. Vous devez m'indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses. Et vous pouvez vous vérifier en même temps. Donc, l'étude de l'air commence au secondaire. Si jamais faux, je vais vérifier. Donc, j'ai 1 sur 1, c'est bon. La recherche des mesures manquantes est un des sujets centraux au secondaire, c'est vrai. Les élèves n'ont pas à faire de preuves au secondaire. Oui, ils en ont à faire, entre autres en quatrième secondaire, puis deuxième secondaire, même la première secondaire. Au secondaire, les élèves doivent justifier leur réponse à l'aide du mesurage. Ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps. C'est faux. Les angles ne sont plus partie des contenus du secondaire. C'est faux. Vous en avez en secondaire 1. La description des figures géométriques planes est un contenu du primaire. Oui, ça c'est vrai. Si vous vous trompez, vous pouvez recommencer pour jusqu'au temps que vous ayez la réponse, tout simplement. Vous avez le contenu, vous avez la description du contenu au primaire. Je vous invite à bien le lire. Ça devrait être déjà fait. Même chose pour le premier cycle du secondaire. Et enfin, au deuxième cycle du secondaire. Et vous avez des activités, une première analyse de tâches. Vous devez glisser les étiquettes et les associer les exercices suivants au niveau scolaire correspondant. Donc, c'est soit primaire, premier cycle du secondaire, premier cycle du secondaire. Donc, si vous voyez, ici, c'est avec les angles. Donc, je crois que c'est davantage au primaire. Donc, je peux aller le mettre dessus. Puis là, je vérifie. Donc, il me dit que ça ne fonctionne pas. Donc, vous devez compléter, là, faire au complet les différentes activités. Je peux recommencer, ainsi de suite. Je vous laisse compléter ça, pardon, ça devrait être déjà fait. Vous avez la lecture, la géométrie et les paradigmes géométriques de Houdman et Kuznets. Donc, en résumé, sûrement que vous l'avez déjà lu, mais vous avez trois sortes de paradigmes géométriques. Il y a la géométrie 1 qu'on appelle la géométrie naturelle qui est vue au primaire. Vous avez la géométrie axiomatique naturelle qui correspond davantage à l'enseignement secondaire et la géométrie G3 qui est la géométrie euh, axiomatique formelle qui est basée sur le raisonnement déductif et d'autres géométries plus complexes, plus élaborées qu'on voit plus au niveau cégep universitaire. Et vous avez une activité de synthèse.
Vous devez rédiger une synthèse du texte de Houdman et Kuzniak selon les éléments. Quelle est l'idée principale du texte? Énumérer trois idées secondaires. Donner votre opinion. Pourquoi l'enseignement et l'apprentissage de la géométrie est important. Vous pouvez vérifier, il y a un algorithme, là, je ne le ferai pas, là, qui permet de vérifier les mots-clés pour voir si vous avez compris ce que vous avez écrit correspond à ce que la synthèse de la lecture. Ici, vous avez une autre activité qu'on appelle analyse des différentes tâches. Toujours écrit avec la programmation H5P. Donc, je vous montre comment procéder. Donc, vous avez ici un exemple qui a été pris dans un manuel scolaire. Repère trois quadrilatères différents. Dans l'illustration ci-dessous, identifie chacun des quadrilatères à l'aide de lettres qui sont près des sommets. Identifie les différences entre ces quadrilatères. Donc, on peut voir ici comme le quadrilatère MNFI ou MLCN, ABCL, LIJK, et ainsi de suite. On demande le niveau scolaire. Je dirais plus le primaire. Je vais vérifier. La réponse est oui. Je continue dans la diapositive 3. C'est le même processus, la même question, pardon, mais on questionne de quelle manière l'élève peut-il répondre. C'est en lien avec les paradigmes géométriques de manière déductive, perceptive ou axiomatique. Donc, vu que je suis au primaire, je devrais dire, on va essayer perceptive. La réponse est oui. Ici, encore la même question et on se réfère exclusivement au paradigme ou dans quel paradigme travaillera un élève pour trouver la solution. Il serait dans la géométrie 1. Vous avez un deuxième exemple d'application, une situation d'application. À l'aide des instruments de mesure, on demande de tracer un parallélogramme ayant un côté de 5 cm, un losange comprenant un angle intérieur de 70 degrés, un trapèze n'ayant que des côtés isométriques, un parallélogramme ayant des diagonales perpendiculaires, un losange avec des diagonales isométriques, un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires. On demande pour quel niveau cette tâche serait-elle adéquate. Donc, vu qu'on utilise des instruments de mesure et il y a des connaissances géométriques à faire, je dirais premier cycle secondaire. On va vérifier. Oui. On va à la prochaine question. C'est toujours la même situation d'application. Et de quelle manière l'élève peut-il répondre? On dit à l'aide de la perception, des instruments ou du mesurage, à l'aide de déduction et de preuve. Ben, je dirais plus les instruments de mesurage, qui est davantage vu en secondaire 1. Dans quel type de géométrie, dans quel paradigme travaillera un élève pour trouver la solution? Je dirais la géométrie 2, qui est la géométrie naturelle axiomatique, qui est vue davantage au secondaire. Ah, vous voyez, je me suis trompé ici. Je vais recommencer. C'est pas la géométrie 2 non plus. Et donc, c'est la géométrie 1. Voilà. Et ainsi de suite. Vous continuez les différentes activités. À la fin, vous avez synthèse et évaluation. Donc, ça dit dans ce module, vous avez vu un bref histoire de la géométrie. On a étudié les contenus de la géométrie du PFEQ en lien avec ce cours. Et ainsi qu'on a étudié la théorie des paradigmes géométriques. On a réalisé une première analyse des tâches mathématiques. Et ça va vous permettre de faire l'évaluation du module 1. Pour l'évaluation, vous cliquez sur l'onglet violet et elle est active depuis celui-là depuis le 28 septembre 2024. Elle doit être faite d'ici le 10 décembre 2024. Vous avez une tentative. Je continue la dernière prévisualisation. Moi, je l'ai fait parce que c'est moi qui ai
le collaborateur à cette tâche-là. Donc, vous avez des tâches, 5 questions à répondre. Vous sélectionnez le choix qui est le plus approprié. Ici, vous avez des outils interactifs, des réponses interactives. Donc, vous devez sélectionner soit le premier cycle secondaire, deuxième cycle secondaire ou le primaire, des réponses courtes. Puis ici, vous avez en lien avec les types de géométrie. Quand vous avez terminé, vous cliquez dessus. Ici, ça va être indiqué répondu. Vous faites tout envoyer et terminer. Et vous cliquez le dernier bouton. Moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai rien répondu. Ça va? Je m'en vais maintenant au module 2. Donc, c'est la problématique de l'espace physique et géométrique. Dans Moodle, toujours. Vous avez une première activité, c'est le triangle de Gardner. Vous devez observer une image. Puis, on voit qu'il y a une nouvelle unité carrée qui apparaît. Donc, si on arrange les mêmes pièces du puzzle autrement, on voit apparaître un carré de plus, alors que la figure représente un triangle rectangle de 13 unités de base et 5 unités de hauteur. Pour les deux arrangements, seriez-vous capable d'expliquer pourquoi? Donc, on continue. Vous avez à lire Didactique de la géométrie. Le texte complet est dans référent Moodle 2. Donc, je vous invite à lire ça attentivement. Les ambiguïtés des représentations graphiques en géométrie axiomatique, le vu et le su d'une représentation graphique. Vous avez les figures, dessins et espaces graphiques, et ainsi de suite. Je vous explique le triangle de Gardner. On décompose un triangle rectangle en 4 régions de différentes couleurs. Lorsque nous additionnons le nombre de carrés, nous obtenons 32. Cependant, si nous utilisons la formule de l'aire du triangle, on obtient 32,5. La différence s'explique par la légère convexité et concavité des fausses hypoténuses et des prétendus triangles. Les pentes différentes des triangles bleus et rouges entraînent une hypoténuse concave dans un cas et convexe dans l'autre. La surface du carré manquant compense cet écart. C'est une illusion optique qui nous montre l'importance de raisonner sur les objets géométriques à l'aide des définitions et propriétés de la géométrie et non sur les dessins et les représentations. Vous avez les statuts des objets géométriques. On vous demande quels quadrilatères sont des carrés. Donc, en fait, il n'y en a aucun. Donc, si vous cliquez sur un des lots, c'est des réponses erronées comme celui-là. Vous pouvez vérifier. Vous n'avez pas de réponse. Vous pouvez afficher la solution, réessayer. Il n'y en a aucun. On va à la prochaine diapo. Ça l'explique ce que je viens de vous dire. Il n'y a aucune des représentations qui peut être associée à un carré au secondaire. La validation à ce niveau scolaire ne peut pas se faire par la perception ni la mesure. C'est nécessaire d'avoir les données liées aux propriétés d'un carré, c'est-à-dire 4 angles droits et 4 côtés isométriques. Par exemple, à la fin du primaire et au début du secondaire, on pourra présenter la tâche de la manière suivante. En réalité, le carré bleu, le carré orange, le carré vert, on remarque qu'il y a 4 angles droits au sommet, à chacun des sommets, et on a mis des petits traits qui veulent dire que ce sont la même mesure pour chaque côté. De nombreux élèves ne reconnaissent pas la troisième dessin comme étant la représentation d'un carré.
étant donné qu'il ne correspond pas à sa représentation typique. Il est souvent identifié comme un losange, ce qu'il est également d'ailleurs. Donc, on appelle ça la position prototypique, c'est-à-dire qu'on va représenter ou qu'on va montrer aux élèves, si ce sont des figures géométriques sur papier ou par ordinateur, comme présentement, la longueur et la largeur ou la base ou la hauteur de la figure, dont le carré que vous voyez, sont parallèles au bord de la feuille de papier. Tandis que le carré qui est en vert, les côtés ne sont pas parallèles au bord de la feuille. Donc, c'est qui peut causer de classer de façon exclusive les formes géométriques. Donc, au secondaire, on pourrait aussi écrire que ABCD est un quadrilatère tel que la mesure de l'angle ABC, donc l'angle ici, vous voyez ma petite flèche en blanc, égale l'angle BDC, ici, égale l'angle DCA, et finalement l'angle CAB, 90 degrés. Plus les segments AB, BD, DC et CA sont isométriques. Ça nous amène à se poser la question, quelles sont les conditions minimales pour que le quadrilatère ABCD soit un carré? Donc, ça, c'est important ici. Un carré, c'est successivement en maternelle une forme de bois ou de plastique avec une certaine épaisseur qu'on peut déplacer, manipuler, comparer à d'autres. Au début du primaire, un contour que l'on peut tracer sur le papier avec un gabarit ou colorier. C'est une surface fermée. Au fil du primaire et au début du secondaire, un quadrilatère qui a quatre angles droits, des côtés de même longueur, que l'on construit avec une règle graduée et une équerre, puis une règle et un compas. Le carré devient simultanément un réseau de quatre droites ou segments, deux à deux parallèles et perpendiculaires. Des relations des segments, les côtés ou les diagonales, des points, les sommets, le centre, les droites, les supports des segments, les axes de symétrie, des propriétés caractéristiques, par exemple, sur les diagonales. Ensuite, il y a les rappels mathématiques sur les objets primitifs de la géométrie plane. Vous avez les objets géométriques. Ceux-ci sont matériels, au monde sensible ou théoriques, droit de point. Les relations, ce sont des liens entre les objets. L'appartenant, parallélisme, géométrie. Les propriétés, c'est des liens entre des objets, des relations. Propriété d'objet, par exemple, le cube a 8 sommets ou de théorème. Exemple, si deux droites sont parallèles, toute parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Voici des objets de la géométrie plane et leurs relations. Vous devez compléter les mots manquants. Le point, élément du plan qui n'a pas de largeur, ni longueur, ni épaisseur. Il est noté par une majuscule A, B, C. Définition. Donc là, vous avez à remplir. Deux points MEP sont dits s'ils se trouvent au même endroit. Donc, ce serait le mot confondu. Notons M égale P. Dans le cas contraire, les points sont distincts et notons M différent de P. On peut vérifier. Si on s'est trompé, on peut recommencer, et ainsi de suite. Pour la droite, je peux en faire une dernière. Une droite est un ensemble de points pouvant être défini par deux points. Elle est illimitée à chaque extrémité, à la longueur infinie, mais pas de largeur ni d'épaisseur. Si la droite est déterminée par les points en B, on la, on la note, pardon, la droite en B. On peut aussi noter une droite par une minuscule petit d, petit l. Les parenthèses ne sont pas alors nécessaires. Comme la droite est un ensemble de points, nous écrivons A, le symbole ici, un 3 à l'envers, qui est la lettre grecque epsilon. A appartient à D. Donc, le point A appartient à la droite D. Définition des points sont dits alignés ou collinéaires s'ils appartiennent à une même droite. On peut vérifier. Donc, 3 sur 3.
On continue. Vous avez un exemple de point ici. On demande de compléter, ça je vais vous laisser faire, les droites parallèles, les droites séquentes en D, les droites perpendiculaires, les demi-droites, les segments, l'angle, puis compléter qu'est-ce que le plan et vérifier. Vous avez une activité exercice et problème mathématique dont vous devez résoudre soit A et B, deux points distincts du plan pi, I, une droite contenue en pi, et A et B se coupent en un seul point, tel que le point S, tel que S est différent de A et S est différent de B. Vous devez répondre par vrai ou faux aux affirmations. A appartient au plan pi. S'il se coupe, on peut vérifier. Ça dépend. C'est pas nécessairement vrai. Ah, je me suis trompé. On va voir la solution. La réponse est vraie. Et ainsi de suite. Donc, vous devez compléter pour voir. Puis là, vous répondez à le problème suivant. Combien de droites différentes déterminent 2, 3, 4 points différents de sorte que trois d'entre eux ne soient pas collinéaires? Généralisation à n points, mais les mêmes conditions. Vous avez finalement les rappels mathématiques, puis vous avez encore un exercice en H5P que vous devez compléter. On revient sur la lecture, la notion d'angle au début du secondaire. C'est la première partie, le texte de Tanguay, professeur retraité de l'UQAM. Donc, je vous invite à lire. On parle ensuite des difficultés des élèves. Si vous cliquez ici, il va vous apparaître une vidéo interactive que je ne ferai pas. Et vous avez une activité pour analyser différentes tâches en lien avec les concepts mathématiques du module. Enfin, vous avez synthèse et évaluation. Donc, ça réexplique qu'est-ce qu'on a vu, qu'on a étudié la différence entre la figure géométrique et sa représentation et les conséquences sur l'apprentissage des élèves. On a fait un retour sur les notions de base de la géométrie, en particulier l'angle. On a étudié des difficultés des élèves en lien avec la notion d'angle. Ça a permis de réaliser une analyse de tâches mathématiques et des difficultés des élèves. Enfin, vous avez la synthèse du module 2 que vous avez à compléter jusqu'au la date le 10 décembre. Vous continuez la dernière prévisualisation et vous répondez aux différentes questions. C'est interactif. Ici, c'est la relation entre le dessin, l'objet, la figure, la trace, etc. Vous avez des questions sur les angles, des réponses à choix de réponse, des erreurs, quelle est l'erreur de l'élève, et ainsi de suite. N'oubliez pas de terminer le test et de me l'envoyer. Je vais maintenant au module 3. C'est les différentes façons de comprendre la géométrie. Donc, vous avez d'abord une lecture à faire, qui est les niveaux de pensée en géométrie de Vanillé, de la théorie à l'épreuve de la classe, par Annette Bracon-Michou de l'Université de Montréal. Vous avez, à partir des extraits de manuels scolaires, répondu aux questions en choix multiples. Donc, vous devez dire à quel niveau des vanillés appartiennent les extraits que vous allez lire. Comme par exemple ici, on demande de classer les quadrilatères suivants dans le tableau ci-dessous. Donc, vous avez parallélogramme, carré, rectangle, trapèze, etc. Puis là, on vous demande ici d'autres propriétés.
T'en as un petit peu, c'est écrit petit. Donc, tous les angles sont isométriques, possèdent deux points, deux paires d'angles isométriques, et ainsi de suite. Donc, ça, je dirais plus, c'est le niveau identification, visualisation, qui est le premier niveau des vanillés. Vous continuez dans la deuxième diapo, toujours en H5P, toujours la même technique. De quel niveau des vanillés mesure tous les angles des polygones ci-dessous. Donc, vous avez des triangles isocèles, des parallélogrammes. Je dirais encore dans l'identification, visualisation, on va vérifier. Oui. Ici, c'est des situations d'application. À l'aide des instruments de géométrie, on demande de tracer un parallélogramme avec un côté de 5 cm, un losange, etc. Un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires, un trapèze n'ayant que deux côtés isométriques, et ainsi de suite. Donc, on demande encore quel niveau de vanillé devrait se situer la situation. Donc, on a vu qu'on utilise des instruments de géométrie. C'est sûr que le premier niveau est affecté, qui est la identification visualisation. Mais là, on parle des diagonales perpendiculaires. Donc, il y a quand même des propriétés où qu'on va commencer à faire des listes. Je dirais plus l'analyse. On va vérifier, effectivement. Ici, chaque quadrilatère cache un autre quadrilatère. Quel quadrilatère obtient-on en reliant les points milieux? Euh, c'est ce que croit Dorothée après avoir relié les points milieux de chacun des côtés successifs d'un parallélogramme. À la manière de Dorothée, poursuit l'expérience en répondant à chacune des questions ci-dessous. Dans chaque cas, il suffit de répondre à l'aide de propriétés géométriques. Donc, on demande de justifier. Donc, c'est plus que identification, visualisation. Je dirais plus que l'analyse. Peut-être un début de déduction informelle. C'est ce que je croyais et c'est bien. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a eu? Vous avez aussi des réponses et explications dans ce que je viens de faire. Donc, comme dans la tâche 1, on dit la tâche peut être accomplie de manière similaire par deux élèves situés à des niveaux différents. L'un se trouve au niveau identification et visualisation, tandis que l'autre est au niveau analyse. Les figures sont présentées de manière prototypique, permettant ainsi à l'élève de répondre de manière perceptive à condition qu'il connaisse le vocabulaire sans faire référence aux propriétés théoriques établies précédemment. Cependant, le niveau minimal pour réussir la tâche est le niveau 0, c'est-à-dire le niveau identification et visualisation. Puis j'avais aussi, vous cliquez, apparaît les réponses détaillées des différentes tâches. Vous avez ensuite les rappels mathématiques, classification des triangles selon leur côté. Donc, on peut les classer soit des triangles scalènes, trois côtés non isométriques, des triangles isocèles, deux côtés isométriques, et des triangles équilatérales, trois côtés isométriques. On peut classer les triangles selon leurs angles. Triangle obtus, donc l'angle ici en haut, un angle de plus de 90 degrés. Triangle acutang, moins 3 de moins de 90 degrés. Et des triangles rectangles, un de 90 degrés. Vous avez des questions sur les droites et les segments remarquables. Vous devez les compléter par les mots manquants. Donc, droite, segment remarquable en A, en B, dans un triangle, les droites et les segments remarquables. Vous complétez les mots manquants et vous vérifiez. Vous avez deux liens qui illustrent la construction de la médiatrice d'un segment et la bisectrice d'un angle à la règle au compas. Ensuite, des exercices et problèmes. Si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, donc les angles d'un triangle équilatéral mesurent 45 degrés. Supposons que je dis vrai, ce qui est faux. Ben là, vous cliquez ici, voir la solution. On vous le dit. Et ainsi de suite. OK? Des questions à choix multiples avec les triangles que vous voyez ici.
encore à choix multiple, et ainsi de suite. Vous avez une activité par rapport à la justification en géométrie. Donc, dans la deuxième diapositive, on vous parle justement que les niveaux un, 2 et 3 sont surtout dévanillés au primaire et au secondaire. On peut atteindre le niveau 4 dans certains programmes. Initiation de la preuve mathématique est implicite au primaire. Au secondaire, je dirais plus secondaire 4, mathématiques, séquence CST, et mathématiques de la voie enrichie qu'on appelle les mathématiques sciences de la nature ou technico-sciences. Les élèves sont requis de réaliser des preuves et des démonstrations. Pourquoi les élèves ont de la difficulté à atteindre ce niveau et comment les accompagner? Une activité sur calculer la mesure de l'angle ABC, donc l'angle ici. Quelle propriété vous a-t-elle permis de faire le calcul? Comment peut-on s'assurer qu'elle est vraie? Donc, c'est le théorème qui est vu en secondaire 1. La somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Vous avez ici une vidéo qui montre la somme des angles d'un triangle. On vous pose la question, cette justification est-elle suffisante? Pour quel niveau scolaire? Et puis dans quel paradigme, en G1, G2 ou G3, se situe cette justification? Pour quel niveau de pensée des élèves cette justification est-elle, sera-t-elle compréhensible? Vous avez les réponses ici, par exemple. Oui, elle serait suffisante pour des élèves du primaire ou de première année du secondaire. Dans quel paradigme? Ben, elle se situe dans la géométrie 1. Elle s'appuie sur la perception de l'espace physique. Quel niveau de pensée? Je comprendrais, les élèves qui comprendraient ou feraient une telle justification devraient se situer au niveau 3, la déduction informelle. Vous avez la somme des angles d'un triangle, une autre vidéo, mais vous devez à l'aide de GeoGebra, qui est un logiciel de géométrie dynamique. Je vous invite à écouter la vidéo attentivement, à le visionner, pardon. Et on vous pose les mêmes questions que la diapositive 6, 5, pardon. Donc, vous avez les différentes réponses ici. Je vous les laisse lire. Vous avez l'argumentation. On parle de raisonnement mathématique. L'argumentation, démonstration et preuve, ce ne sont pas des synonymes. Donc, vous allez voir, entre autres, que le raisonnement déductif, ça joue un rôle capital ou crucial en maths. Ça contribue à développer l'argumentation logique chez les élèves. C'est principalement exercé lors des activités d'argumentation et la validation en géométrie sous forme de preuves et de démonstrations mathématiques. Malgré son importance dans la formation scolaire, les activités restent complexes et problématiques pour les élèves du secondaire. Donc, qu'est-ce que l'argumentation? Vous avez des définitions selon les recherches de Duval, de Hanna et Villiers. La preuve, donc selon Balachif, qui est un spécialiste de la preuve en géométrie, chercheur français. Et aussi, vous avez la démonstration. Vous avez ensuite une analyse de production d'élèves. Très intéressant. Vous avez une production analysée. Donc, lisez-la attentivement. Vous avez un triangle ABC qui est isocèle en A. Donc, ça veut dire que l'angle ici, quand je vais abaisser une perpendiculaire de A à I, les deux angles ici, je ne peux pas dessiner dessus, là. L'angle ACI puis l'angle ABI sont isométriques. Donc, le milieu de BC qui est I, J, le symétrique de I ici par rapport à AB et K, le symétrique de I par rapport à C, démontrer que JK est parallèle à BC. Donc, JK
ici, est parallèle à BC. Donc, vous avez analysé les projections écrites des élèves suivants en tenant compte de sa véracité, de son acceptabilité en tant que preuve au secondaire, des paradigmes géométriques et des niveaux de pensée en géométrie selon les vanillés. Donc, vous avez l'élève 1, il dit que la droite JK est parallèle à la droite BC parce qu'en déplaçant la figure de manière à ce que la droite BC soit horizontale, la droite JK devient elle aussi horizontale. Donc, vous devez justifier votre raisonnement et vérifier ici. Et vous avez l'élève 2 qui a un raisonnement peut-être différent du premier et vous devez vérifier. Prochaine point, c'est les difficultés des élèves en lien avec la preuve. Vous avez une vidéo qui parle de ça. Si vous, ça dit que vous cliquez ici. Bon, je ne lirai pas tout ça avec vous. C'est Madame Nathalie Anne-Water-QLR, qui est professeure en didactique des maths à l'Université du Québec en Outaouais, qui enseigne justement aux enseignants au secondaire, aux futurs enseignants et enseignantes, pardon, du secondaire. Vous avez, à partir des extraits des productions des élèves que vous allez analyser, réaliser analyse de procédure en tenant compte des possibles difficultés. Donc, vous avez la production écrite d'un élève. Vous devez lire attentivement. Puis là, vous devez justifier. Vous avez l'activité 3 qui est de même type, une production écrite d'élève, le raisonnement de l'élève, et vous devez répondre aux différentes questions. Synthèse et évaluation. Donc, dans le module 3, on a étudié le niveau de pensée selon les vanillés. On a apporté une attention particulière à la justification, à l'argumentation et la preuve en géométrie. On a revisité la notion de triangle et ses caractéristiques. Ça a permis de réaliser une analyse des tâches mathématiques, des manuels scolaires, et ainsi que des démarches des élèves. Tout ça va vous permettre de faire votre évaluation sommative du module 3. Donc, si vous cliquez ici, c'est à faire d'ici le 10 décembre avant 5 heures. Vous cliquez ici, vous avez 30 minutes. Donc, vous avez, première question, à partir de la figure, déterminer laquelle des propositions impose. Deuxième question, soit le triangle EAU isocèle en E, tel que l'angle UEA est obtus, la médiatrice de AEU, pardon, coupe AU en X. Quelle est la nature du triangle UEX? Je vous suggère fortement de faire une représentation sur papier. Donc, dessiner le triangle EAU, la médiatrice, et ainsi de suite. Troisième question, vous devez faire correspondre l'élément de gauche à l'élément de droite, c'est-à-dire le niveau de pensée de Vanillé avec sa définition. Quatrième question, laquelle des activités suivantes n'est pas en lien avec l'enseignement-apprentissage de la preuve formelle en géométrie au secondaire? Donc, lisez bien attentivement. Cinquième et dernière question du module 3. Quelle est l'intention des auteurs des manuels scolaires en proposant la tâche ci-dessous? Et vous terminez votre tresse et vous cliquez sur le bouton Tout envoyer. Je vais maintenant au module 4. Donc, c'est les quadrilatères et les cercles. L'analyse a priori comme outil de travail pour la personne enseignante. Donc, vous avez les rappels mathématiques.
Pour déterminer les propriétés d'un quadrilatère, on doit regarder les caractéristiques des côtés, les caractéristiques des angles, les diagonales, les axes de symétrie. Vous avez ici un exemple de propriété des quadrilatères convexes. Euh, je vous invite à les lire attentivement. Des propriétés selon les côtés, les angles, les diagonales. Puis vous avez un jeu de mémoire ici pour associer le quadrilatère et ses propriétés. Donc, si vous cliquez à deux endroits différents, ici, deux paires de côtés parallèles, deux paires de côtés isométriques, tous les angles isométriques, tous les angles droits, diagonales qui coupent en leur milieu. Donc, si je clique ici, non, ça ne me servira pas. Si je clique ici, j'en clique un autre là. Donc, trapèze rectangle. Donc, un trapèze rectangle, on va aller voir si ça serait cette propriété-là. Deux paires de côtés parallèles. Non, ça ne fonctionne pas. Ici, vous avez un parallélogramme. Vous avez un trapèze isocèle. Trapèze isocèle, je dirais avec lui. Attendez un petit peu voir. Deux paires de côtés parallèles. Non, non, non plus. Ah, une paire de côtés parallèles, une paire d'angles isométriques, deux angles droits, aucun axe de symétrie. Donc, vous voyez, il faut y aller comme ça et retenir, c'est un jeu de mémoire, associer la figure à ses bonnes propriétés ou caractéristiques. C'est immunité, vous voyez, temps écoulé, 1 minute 36, les cartes écoulées, cartes retournées 13. Vous avez un rappel mathématique déjà sur la somme des angles intérieurs d'un triangle. Vous avez une vidéo à bien visionner. Vous avez une activité exercice, exercice et problèmes mathématiques. Démontrer que dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques. Vous avez un autre exercice. Vous avez un exemple de solution si vous n'êtes pas certain. Vous pouvez le voir ici. Vous avez le ABCD, un trapèze rectangle. On vous demande de calculer la mesure de l'angle rentrant. Donc, l'angle qui est ici, à l'extérieur du sommet B. Si vous avez des questions à choix multiples, ensuite, vous avez lecture, l'analyse a priori de Roland Charnet, un outil pour l'enseignant. Donc, je vous invite à lire ça attentivement. Vous avez une vidéo sur l'analyse a priori qui apparaît plus bas ici. Bon, qu'est-ce que globalement l'analyse a priori? C'est une analyse qui est très répandue dans les recherches en didactique des maths. Il est présenté explicitement dans le document ministériel, référentiel, le RIM, là, le référentiel d'intervention en mathématiques. Elle représente beaucoup d'avantages pour la personne enseignante, car elle permet de préciser les objectifs selon le programme en vigueur, de mieux adapter les questions pour les rendre congruentes avec les objectifs, adapter les exercices aux problèmes ou aux groupes de classe, adapter le niveau de complexité et le temps de la classe, éviter les questions ambiguës ou erronées, avoir un aperçu des différentes solutions et méthodes de résolution, prévoir le matériel, avoir une meilleure connaissance des contenus. Des rappels mathématiques sur les cercles, une vidéo à visionner attentivement, des rappels secondaires sur le cercle, et vous avez des exercices et problèmes de mathématiques en lien avec
la notion de cercle et d'angle. Vous avez une activité didactique. C'est un problème qui a été proposé aux élèves du premier cycle du secondaire, euh, sachant que AF est une bisectrice de l'angle BAE. Trouve l'angle X. Ton résultat est-il plausible? Donc, vous devez réaliser une analyse a priori de la tâche en tenant compte des caractéristiques du problème et des possibles stratégies des élèves. Vérifiez. Si vous n'êtes pas certain, vous avez un exemple de solution ici que je vous invite à lire attentivement. Vous avez l'analyse, deuxièmement, des possibles difficultés des élèves. Vous avez un autre exemple qu'un enseignant présente un problème de la manière suivante, que je vous invite à lire. On vous demande quelles sont les difficultés anticipées par l'enseignant, à quelles problématiques de l'enseignement et l'apprentissage de la géométrie peut-on les associer. Donc, je peux montrer la solution, l'exemple, les démarches des élèves, le même procédé, et ainsi de suite. Vous avez l'évaluation du module. Donc, vous cliquez ici. Vous avez encore jusqu'au 10 décembre à 5 heures le soir. Vous avez une première tentative. Vous voyez apparaître les questions ici. C'est chronométré. Donc, soit un parallélogramme ABCD avec AB est plus grand que BC, la mesure, on mène les bisectrices des quatre angles à partir de leur intersection, on obtient le quadrilatère EFGH. C'est quoi la nature exacte du quadrilatère? Je vous suggère fortement de faire une représentation visuelle sur une feuille de papier. Deuxième question, sur la figure ABCD. La figure ABCD, pardon, est un parallélogramme dans lequel BAO égale 35 degrés, DAO égale 40 degrés, COD égale 105 degrés. Quelle est la mesure de l'angle ABO? Pour répondre à la question. Troisième question. En tant qu'enseignant de mathématiques, si tu n'effectues pas les analyses a priori des exercices que tu donnes aux élèves, à quel problème peux-tu être confronté? Dans la tâche suivante, quatrième question, on demande aux élèves de calculer les angles 2 et 3. Vous avez ABCD, un trapèze isocèle. Question suivante. Dans la figure, quelle nature en radian du grand arc le AB? N'oubliez pas de terminer le test et de cliquer sur le bouton tout envoyé. Voilà. Donc, c'est ce qui termine la séance 3. Dans un prochain cours, on va compléter les modules 4 et 5 ensemble. Donc, les modules 4 et 5, 4, 5, 6, excusez-moi. Non, pas les modules 4 et 5, les modules 5 et 6. 4, on le fait. Le module 5, c'est la géométrie dans l'espace, le conflit vue. Et le module 6, c'est quelques repères, pardon, c'est le concept de mesure et les difficultés des élèves. Donc, je vous souhaite un bon travail. N'hésitez pas, vous avez différentes questions. Alors, bon succès à tous. Merci. Au revoir.